Il est 16h45, bienvenue dans le grand dossier sur LCI. Merci beaucoup d'être avec nous. Donald Trump, plus déterminé que jamais à reprendre sa guerre en Iran. Le président américain a-t-il pris sa décision ? Ses dernières interventions ne laissent plus trop de doutes. Trump qui menace de frapper à nouveau et indique qu'il va étudier le plan proposé par l'Iran en disant dès maintenant que la proposition ne sera sans doute pas acceptable. Et pour les gardiens de la révolution, Donald Trump n'a le choix qu'entre une opération impossible ou un mauvais accord. En Iran, nous parlerons aussi dans un instant de la détermination du président américain à punir ses alliés avec une réduction des troupes en Allemagne. Alors l'OTAN peut-elle survivre sans Trump ? Quelle position pour les Européens ? Nous en parlerons avec nos invités. Et puis on évoquera aussi la relation avec Israël dans ce conflit. Voilà pour le programme du grand dossier sur LCI. Mais d'abord, on va réécouter Donald Trump qui répond à la question: dans quelles circonstances relanceriez-vous les frappes militaires contre des cibles ? Écoutez le président américain. Dans quelles circonstances relanceriez-vous les frappes militaires contre des cibles ? Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je veux dire, je ne peux pas répondre à ça à un journaliste. S'ils se comportent mal, s'ils font quelque chose de répréhensible, mais pour l'instant, on verra bien. Vous savez, c'est une possibilité qui pourrait certainement se présenter. Merci d'être avec nous dans le grand dossier sur LCI. Donald Trump a-t-il pris sa décision ? Hier soir, il a en tout cas refusé de préciser ce qui pourrait déclencher de nouvelles opérations militaires contre l'Iran. On en parle avec nos invités. Grégory Phillips, bonjour Grégory, rédacteur en chef international LCI. Vincent Crouzet qui reste avec nous, expert en renseignement et écrivain, auteur de son autobiographie Le jour où je suis devenu espion, publié le 5 février dernier aux éditions de l'Observatoire. Marc Semo, bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge, auteur de 100 questions sur la géopolitique aux éditions Talendier. Brigitte Hadès, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter pour la revue politique internationale. Et Pierre Berthelot, bonjour, directeur de la revue Orient Stratégique, chercheur associé au Centre de géopolitique d'HEC. Reprendre le conflit, c'est certainement une possibilité, dit Trump. Et dans le même temps, on a aussi une riposte verbale côté iranien. Les gardiens de la révolution qui indiquent que Donald Trump n'a le choix finalement qu'entre une opération impossible ou un mauvais accord en Iran. Marc Semo, l'Iran qui met la pression sur Trump ? Oui, alors la phrase résume bien la situation, parce que le plan tel qu'il a été présenté est totalement inacceptable pour les États-Unis. Alors, c'est un plan en 14 points. Je me demande s'il y a une partie d'ironie, parce que ça rappelle évidemment le plan de Woodrow Wilson en 1918 imposé à l'Allemagne, qui a donné la conférence de Versailles. Bon, je ne sais pas s'ils ont un tel background, mais le plan est inacceptable. C'est ce qu'a dit Donald Trump, sans l'avoir lu. Hein. L'idée, c'est réparation, levée des sanctions, garantie qu'il n'y aura plus d'intervention américaine, évacuation des forces américaines de la région. On ne parle pas du nucléaire. Et le détroit d'Ormuz est privatisé. Si vous voulez, si l'Amérique avait été totalement vaincue et occupée par des contingents iraniens, il y aurait plus ou moins la proposition d'un tel diktat. Mais soyons sérieux, les Iraniens pensent qu'ils ont le temps pour eux. Parce que effectivement, Trump, la pression de l'opinion publique, les conséquences sur l'économie mondiale. Trump, de son côté, pense que le temps joue pour lui, à la fois parce que l'Iran a des problèmes de capacité de stockage, qu'il risque de devoir arrêter la production de pétrole avec tout ce qui s'ensuit ensuite ce sera extrêmement dur à la relancer. Donc on est dans cette situation de qui va craquer le premier. Et effectivement, dans cette logique-là, on peut penser que Trump garde l'option militaire, même si pour le moment, on ne voit pas très bien ce qu'ils pourraient faire de plus qu'ils n'ont déjà fait avec les 40 jours de bombardement. Grégory, Marc évoquait ce plan, il faut le détailler. Dans ce plan, il y a une première phase avec pendant un mois en fait qui est donné pour une réouverture du détroit d'Ormuz, et ensuite pour une deuxième étape, on parle du nucléaire sur le mois suivant. Oui. C'est ce qu'évoque donc ce plan iranien. Vous avez raison de souligner que le nucléaire n'est pas prévu, sollicité par les Iraniens dans la première phase du plan, mais c'est une fois que tout le reste aurait été conclu qu'on passerait au nucléaire. Bon, déjà, il y a quand même un petit problème, sachant que le nucléaire est un des sujets absolument centraux de ce conflit. Maintenant, si on regarde, et je ne vais pas vous détailler, je vais vous épargner les 14 points du plan, mais en gros, levée du blocus naval
Mais parallèlement, on instaure un droit de péage, on privatise le passage, donc ça paraît quand même, je pense, aux yeux des Occidentaux, absolument inacceptable. Pas seulement des Américains. Voilà. Garantie de non-agression, ok. Retrait des forces américaines aux environs de l'Iran. Bon, ça veut dire que vous dites aux 40 000 soldats qui sont déployés dans tout le Moyen-Orient, allez hop, vous dégagez. Déblocage des avoirs iraniens gelés et levée des sanctions. Et j'ajoute un point très important du point de vue des Iraniens, fin des hostilités entre Israël et le Hezbollah au sud Liban, et ça nous rappelle évidemment que les deux conflits sont intimement liés. Voilà, je ne les ai pas listés les 14, mais quelque chose me dit qu'effectivement, à la Maison-Blanche, on n'est pas prêt d'accepter ces propositions. Vous êtes d'accord, Brigitte Hadès ? Absolument. Trump n'est pas Guillaume II en 1914, enfin 17, c'est absurde, mais en fait, c'est un pied de nez. En fait, ils savent très bien qu'ils vont jamais accepter. C'est une rodomontade de plus. Mais moi, je pense que l'Iran a quand même des soucis à se faire avec le blocus, qui est quand même en train d'étrangler l'économie. Donc là, ils sont quand même, je pense quand même, ils sont acculés. Et je pense que les États-Unis ont quand même une meilleure position que les Iraniens, même si tout le monde est bloqué quand même, hein. Alors, de son côté, l'armada américaine se tient prête. On va voir ça avec Pierre-Olivier Dantan. Pierre-Olivier, tous les signaux montrent que les moyens militaires sont renforcés dans la région en vue d'une potentielle reprise des hostilités. Oui, Benjamin, l'armée américaine, elle communique beaucoup justement pour mettre en avant ses capacités militaires prêtes à être déployées. Regardez ces images diffusées par le centre de commandement américain ici. C'est l'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, qui rend visite aux Marines de l'USS Tripoli, positionné dans la mer d'Oman. Quelques heures plus tôt, l'armée américaine communiquait aussi sur une opération de ravitaillement en mer. Regardez, vous voyez ici un destroyer lance-missile être ravitaillé en carburant, en vivres, en munitions, en fournitures. Et les avions d'attaque, eux aussi, ils sont prêts. Le CENTCOM veut le faire savoir. Ici, ce sont des avions A-10 qui vont s'afficher, vous allez les voir, positionnés sur le tarmac d'une base américaine. On le rappelle, ces avions A-10, ce sont des appareils historiques de l'armée américaine, spécialisés dans l'appui aérien des troupes au sol, capables de tirer 3900 projectiles par minute. C'est tout simplement l'un des canons les plus puissants qui puissent être montrés sur un avion de combat. Et une armada aérienne est aussi en route vers la région. Oui, regardez d'abord cette capture d'écran du site Flight Radar. Elle date de cette nuit. On y voit clairement des avions américains C-17 et C-5 Galaxy survoler le Moyen-Orient. Il faut bien se rendre compte qu'ici, on ne parle pas de simples avions militaires. Ces avions, le C-5 Super Galaxy notamment, c'est tout simplement le plus gros avion militaire du monde. Il fait 75 mètres de long, 67 mètres d'envergure. Il a 18 roues. On peut y charger des satellites, des chars, des hélicoptères de combat, des marchandises, évidemment pour les troupes sur le terrain. On a trouvé une vidéo de visite de l'intérieur d'un C-5. Regardez justement la capacité impressionnante de cet avion militaire. Merci beaucoup Pierre-Olivier Dantan pour ces précisions. Je voudrais qu'on analyse ces images avec donc ces avions C-5. Le chef qui est à bord, qu'est-ce que ça signifie, Vincent Crouzet ? Là, on est vraiment voilà, c'est imminent, ça se prépare ? Je sais pas, les C5, ça fait partie d'un pont aérien nécessaire, obligatoire, pour assurer la logistique des 60 000 GIs qui sont dans la région du Golfe, sachant qu'il ne peut plus y avoir d'approvisionnement naval par le détroit d'Ormuz, donc il faut bien un pont aérien pour alimenter ces gens, leur apporter des munitions, les colis, etc. La présence de Bradley Cooper, vous parliez de la présence de Bradford Cooper plutôt, donc de l'amiral, donc le patron du CENTCOM, oui, est importante, surtout qu'il revient, il revient fraîchement d'avoir pris ses ordres à Washington, ou du moins d'avoir apporté certainement des options stratégiques au président des États-Unis. D'ailleurs, j'ai été surpris de la non-confidentialité d'ailleurs de cette réunion, puisque des images ont été saisies, je crois, par Sonia ou par une équipe de LCI ou par des équipes de journalistes à l'entrée de la Maison-Blanche. Oui, elle est importante, mais néanmoins, elle ne signifie pas nécessairement l'imminence d'une attaque américaine sur l'Iran. Je ne pense pas. Ouais, ça fait partie de la dissuasion. Ouais. Il fait exprès de montrer des muscles, mais il a bien vu que ça n'a pas fonctionné. La force n'a pas fonctionné pendant les 6 dernières semaines. Enfin, les 6 semaines de conflit.
Et là, ça sera pas mieux. Et là, finalement, il va commencer à attaquer les ponts, des infrastructures civiles. Et il risque à ce moment-là d'avoir que les États du Golfe reçoivent aussi, si ça attaque les choses pétrolières, les installations pétrolières, le Golfe va en subir les conséquences. Donc, ce serait vraiment totalement contre-productif. À mon avis, c'est juste peut-être, en tout cas, c'est le dernier recours. C'est un dernier recours. Je voulais juste rajouter un truc quand même. Ce qui est significatif sont les A-10, parce que ce sont des avions d'appui-feu, de soutien, de combat au sol, signifiant effectivement que ça pourrait s'inscrire dans des opérations de projection de forces spéciales au sol en Iran. Grégory et Donald Trump qui dit « Nous sommes plus armés que jamais ». Qu'on ne l'a quasiment jamais été finalement. Il veut montrer les muscles aussi, c'est un message envoyé. On sait qu'on est dans une guerre de communication évidemment entre les États-Unis et l'Iran. Oui, bien sûr. Il y a eu. D'abord, on a maintenu l'armada en place et tous les hommes sur les bases américaines. On a vu les révélations de CNN, quelques bases qui ont été sérieusement endommagées pendant les premières semaines de conflit. Mais oui, le dispositif militaire est encore en place. Le cessez-le-feu dure depuis maintenant 3 semaines, donc il y a eu le temps de réorganiser, de ramener des munitions. On a vu des chargements assez lourds arriver en Israël. Alors, sans doute plus pour des munitions pour la protection de l'État hébreu, mais je crois 6500 tonnes ont été débarquées dans les ports d'Ashdod, Haïfa et avec des gros porteurs. Donc vous avez 3 semaines pour vous remettre en état de marche si jamais il y a une deuxième manche, si jamais il y a un deuxième round. C'est ce que veut dire Trump. Effectivement, il a eu les options qui lui ont été présentées par l'amiral Cooper jeudi soir. Honnêtement, je ne sais pas quelle sera sa décision et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant. Est-ce que lui-même le sait ? Mais si d'aventure il décidait d'enclencher une deuxième vague de bombardements que certains prédisent intense mais courte, il n'a plus qu'à appuyer sur le bouton, ça c'est une certitude. L'amiral Cooper, c'est lui qui chuchote à l'oreille de Trump, il a un rôle très important. Oui, il a un rôle très important. Il est très écouté par Trump ? Là, je ne sais pas, personne ne le sait, c'est un peu un des problèmes de Trump qui n'écoute pas grand monde. Mais le vrai problème, même de frappe très dense et très limitée, sont effectivement les représailles que feront les Iraniens, qui les ont annoncées. Alors, est-ce qu'ils vont répondre à ces frappes sur des centres énergétiques, etc., en visant les usines de dessalement? Ça serait effectivement un basculement réel du conflit, parce que déjà détruire les infrastructures pétrolières, c'est pas bien, et ça énerve les monarchies du Golfe, même si jusqu'ici leur réponse a été extrêmement modérée, à commencer par l'Arabie Saoudite, qui est quand même la plus importante, ou même les Émirats qui ont été les plus frappés qu'Israël, ils ont reçu plus de missiles et de drones qu'Israël. Mais si effectivement l'Iran détruit des usines de dessalement, c'est pas uniquement l'économie, mais la vie même dans le Golfe qui devient impossible. Donc avec des conséquences, là, d'une spirale escalatoire, à la fois horizontale, en étant dans le conflit. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le Pakistan a un accord de défense extrêmement strict, extrêmement étroit depuis 1 an, à peu près, avec l'Arabie Saoudite, et escalatoire aussi dans les méthodes, puisque, bon, voilà, les monarchies du Golfe, le Conseil de coopération du Golfe ne pourrait plus rester sans réagir en tant que tel. Pierre Berthelot, quel regard vous portez, vous, sur ces derniers événements, cet avion américain qui sort de sa base? Selon vous, ça nous dit quoi? Encore une fois, il s'agit de montrer ses muscles, si on peut dire, avant une éventuelle nouvelle phase de négociation, qui n'est pas totalement abandonnée, et donc arriver en position de force. Donc les Américains ont raison, d'une certaine manière, de montrer qu'ils ont encore cette capacité à utiliser l'option militaire. Mais le problème, c'est de l'autre côté, effectivement, ils ont moins peur parce qu'ils ont subi cette épreuve du feu 40 jours, et même s'ils ont été assez durement touchés, ils sont encore là. Donc, ils savent finalement que les Américains n'ont probablement plus cette capacité de pouvoir faire des frappes dans la durée. Alors, ils peuvent encore frapper de manière peut-être très ponctuelle et ciblée. Et ça peut potentiellement porter des coups et effectivement être un moyen de faire pression dans la négociation, parce qu'on voit que là, les Iraniens se sentent suffisamment en confiance pour avoir des exigences maximalistes. On sait très bien qu'à la fin, c'est pas ce qui va se passer. Par contre, un point qui est pas tellement souligné dans les analyses, c'est qu'on peut très bien arriver à une partie des exigences iraniennes sans le dire. C'est-à-dire que, par exemple, certains points peuvent être obtenus, mais sans que ça soit reconnu officiellement. Parce que dans ces histoires, il faut toujours garder la face. On se rappelle de Cuba.
Cuba, quand même, les soviétiques avaient obtenu des choses. Mais dans l'accord avec Kennedy, il fallait pas le dire. Donc là, par exemple, le retrait des Américains. Il n'y aura pas un retrait total des forces américaines de la région. Il peut y avoir un retrait partiel des forces. Et c'est là qu'on parle de cette fameuse alliance sunnite qui impliquerait l'Arabie Saoudite et le Pakistan, dont vous avez parlé, et potentiellement la Turquie, qui s'est rabibochée avec l'Arabie Saoudite. Cette alliance sunnite ne serait pas, par principe, hostile aux États-Unis, mais elle pourrait prendre le relais et obtenir des garanties de sécurité pour les pays du Golfe. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un retrait partiel, les Iraniens ils sont contents, mais ça ne sera jamais avoué par les Américains. On va rester sur cette armada, donc avec les Américains qui montrent les muscles. Comment ça peut être perçu, Vincent Crouzet, côté iranien ? Quel message est envoyé ? Bon, déjà, il n'y a plus d'effet de surprise. Vous savez, dans l'art de la guerre, l'effet de surprise, ça compte. Ce qui est arrivé le 28 février ne se reproduira pas. Ouais. Si les banques de cibles sont différentes, il doit y avoir une dizaine de noms sur la killing list, de Mohseni Ejai à Ralibaf, en passant par Saïd Jalili, etc. Néanmoins, ces gens-là aujourd'hui prennent des précautions extraordinaires pour se protéger, ne sont plus très mobiles, ou bien s'ils sont mobiles, ils sont très furtifs. Donc ce sera extrêmement difficile à la fois pour les Américains et surtout pour les Israéliens, parce que c'était les Israéliens qui s'étaient fait la spécialité au cours des dernières semaines de l'élimination de cibles à très haute valeur. Ce sera extrêmement compliqué pour les Américains et les Israéliens de frapper de manière très efficace les dirigeants iraniens. Et puis surtout, on a laissé le temps aux Iraniens de préparer une riposte sur les pays du Golfe, et notamment sur les cibles vulnérables, notamment les grandes raffineries de l'Aramco en Arabie Saoudite. Et ça pose un véritable problème. Les Américains ont montré qu'ils n'avaient pas la capacité à protéger leurs alliés. Est-ce qu'il est... Finalement, on en parlait hier, mais est-ce qu'il n'a pas sous-estimé, Grégory, la force iranienne, Donald Trump ? Si, depuis le début. Depuis le début. Depuis le début, vous avez vu, il y a eu quand même un déploiement assez impressionnant de forces américaines. On a été surpris par la capacité des Iraniens dans les premières semaines à arroser toute la région, Israël, mais aussi les Émirats et quelques pays voisins de missiles et de drones. On a vu la capacité. En fait, on a vu la capacité de ce régime à se régénérer sur plusieurs plans. Sur le plan politique, vous tuez les leaders, mais d'autres apparaissent. Sur le plan militaire, vous détruisez 13 000 cibles, mais il y a encore une capacité balistique. Donc, la République islamique d'Iran, de toute façon, on l'a dit, s'était préparé depuis des années à un conflit de cette ampleur-là et avait organisé la succession des dirigeants, la succession des commandants militaires, la cache de missiles enfouis dans des bases souterraines, etc. Et c'est assez étonnant, effectivement, que le commandement militaire américain n'ait pas anticipé cette capacité de résilience sur tous les plans de la République islamique. Non, mais c'est évident que quand des chefs sont éliminés, ils sont remplacés. Le problème, c'est qu'en général, des exceptions, mais les remplaçants, souvent, ne sont pas au niveau. C'est ça. On l'a vu, par exemple, qui était une des premières initiatives de Donald Trump, quand il avait tué Qassem Soleimani dans une frappe à Bagdad, qui était le chef de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution, qui était, on l'avait surnommé le Che Guevara de l'islamisme. Son successeur, ça n'a pas été très brillant. Qasem Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui a été tué dans la guerre de l'automne 24, il n'a pas été réellement remplacé, même s'il y a un nouveau chef du Hezbollah. Ensuite, oui, les Iraniens ont montré des capacités de réaction, ils ont décentralisé leur commandement, ce qu'ils ont appelé la défense mosaïque avec 26 centres, etc., etc. Bon, ce qui a plus ou moins marché, mais en même temps, il faut quand même regarder les choses en face. Il y a eu 25 000 frappes, c'est énorme, menées en commun par les Israéliens et les Américains. Bon, dans tout ça, il y a eu 2 avions abattus. Plus quelques-uns au sol, dont un AWACS. Mais il y a eu 2 avions abattus, dont les pilotes ont été récupérés par une opération qui a eu lieu au sol, avec une bulle sécuritaire, et pas dans un coin paumé du Baloutchistan, à 30 km d'Ispahan. Donc tout ça montre que malgré tout, il y a une supériorité militaire. Ah non, mais ça c'est évident. Voilà. Donc, oui, mais c'est un conflit asymétrique, donc la partie la plus faible, quand elle tient, elle peut dire « j'ai gagné », ce qui est le cas actuellement. À bien des égards, ils ont un certain nombre de cartes en main, mais je pense qu'il faut quand même
voir que les Iraniens, pour le moment, ne sont pas gagnants. Vous avez tout à fait raison, Marc, mais quand je parlais du fait qu'on a été un peu surpris par la capacité de riposte, regardez les informations de CNN sur les 16 bases qui ont été touchées. On apprend par la suite qu'elles ont subi des dégâts assez importants. Et visiblement, le commandement militaire américain n'avait pas anticipé cette capacité d'aller taper les bases dans ces villes. Et je voudrais qu'on regarde deux séquences. Hormuz, mais bon, ça, c'est notre problème. On va regarder deux séquences. Regardez une image du jour. Celle de jeunes Iraniens qui nagent jusqu'à un navire qui a été saisi dans le détroit d'Ormuz. On va les voir donc ils nageaient autour de ce gros cargo sous pavillon libérien. Ils affirment qu'ils avaient des intérêts liés à Israël et ils ont crié ces jeunes morts à l'Amérique. Et puis il y avait aussi, on l'avait déjà vu, cette séquence avec les mignons, et en fait c'est la caricature de Donald Trump qui est faite à travers donc un dessin animé avec un Donald Trump à nouveau humilié sur sa stratégie, notamment dans le détroit d'Ormuz. On va revoir cette séquence. Iran must surrender unconditionally. Okay. We won! Dump, 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 dump. We must surround Iran. Yes. No Iranians are allowed to pass. Huh? What was that? Hey. Voilà, c'est évidemment une réalisation de propagande iranienne, mais en tout cas, on voit c'est un Donald Trump humilié, son blocus dans les ports iraniens qui est véritablement ridiculisé, Brigitte Allès. Non, mais c'est absurde de regarder un truc comme ça quand on est des adultes. Je m'excuse, on est quand même que vous montriez ça sur LCI. Je trouve ça un peu dommage parce qu'on est en train de relier d'une propagande absurde et ridicule et vraiment totalement fausse, parce que c'est pas du tout le cas. Le Trump n'est pas du tout humilié, comme je le disais. L'Iran est étranglé. L'Iran envoie elle a fait peut-être passer un tanker, mais les Iraniens disent qu'il y en avait 80, mais c'est totalement faux. Il y en a un qui passe, et il y a combien de bateaux qui sont bloqués. Tout le pétrole ne peut pas passer. Bon, il y a quelques bateaux qui passent par les camions ou par les voies ferrées, mais c'est quand même très peu. Donc il est efficace, ce blocus, selon vous ? Mais archi efficace. Et c'est une chose. Vous êtes en train de faire le jeu de l'Iran en montrant des choses comme ça. Parce que c'est vraiment... en précisant que c'est de la propagande, évidemment. Et dans la propagande, tout n'est pas vrai, on le sait bien évidemment. Je sais, mais enfin, bon, je trouve vraiment... Alors, ce qui est très important, c'est de voir à quel point ça fonctionne. Et je leur ai dû commencer par là, effectivement. Parce que c'était mieux que de tuer tous ces gens. Pierre Berthelot. Ouais. Alors, je crois d'abord c'est un hommage indirect à la France, parce que je crois que ces petits personnages ont été créés par des Français, je crois. Bon. Sinon, plus sérieusement, je suis plus nuancé sur l'efficacité du blocus américain, parce que ils arrivent quand même à faire sortir une partie du pétrole. Alors il y a des voies alternatives, on a parlé du Pakistan récemment, mais sur les bateaux il y a ce qu'on appelle du cabotage aussi, c'est-à-dire ils vont pas tous en haute mer, donc pour justement être éloignés des forces américaines. Donc il y a quand même des bateaux qui passent. Alors il y en a certainement moins que ce qu'ils annoncent. Beaucoup. On est d'accord. Mais le tanker dont on a parlé, apparemment, il peut transporter presque 2 millions de barils. Donc même s'il y en a un qui passe tous les 3 jours, ça veut dire que... Vous voyez c'est un super tanker de la Compagnie nationale iranienne de pétrolier, effectivement, qui est passé aujourd'hui, qui a échappé à la marine américaine et qui a réussi à atteindre l'extrême. Il faut être plus nuancé. Et puis, il ne faut pas oublier que quand il y avait eu les sanctions de Trump 1, quand il avait brisé le JCPOA, la production et l'exportation de pétrole iranienne était quasiment descendue à 0. Et ils avaient tenu avant de relancer progressivement grâce à la Chine. Donc, il ne faut pas... Je dis pas qu'il n'y a pas une efficacité, mais il faut être plus nuancé à mon sens. Elle n'est pas aussi massive qu'on le dit. Non, mais c'est vrai que le blocus total n'existe pas. Mais les itinéraires alternatifs sont quand même un peu... sont très marginaux. Sont un peu marginaux. Les Irakiens, eux, passent à travers la Syrie pour arriver jusqu'en Méditerranée.
l'Iran ne peut pas, avec des camions. D'abord, il faut des milliers de camions pour remplacer un tanker, et ensuite, évidemment, les Iraniens ne vont pas le faire, vu que les Syriens ont quand même gardé, ils n'ont pas oublié le soutien donné par l'Iran au régime de Bachar el-Assad. Donc, ce qui reste, c'est effectivement le cabotage entre le port iranien au Baloutchistan et son homologue pakistanais juste à côté, mais c'est pas énorme non plus. Après, c'est le Financial Times, vous travaillez avec les Britanniques, c'est eux qui l'ont dit, qu'il y avait effectivement plusieurs bateaux qui étaient quand même passés. C'est une information britannique. 81. J'ai lu le Financial Times. Apparemment. Aujourd'hui, celui de ce week-end, j'ai vu en fait qu'ils étaient quand même tout à fait conscients que le blocus fonctionnait, quoi, quand même. On voit le bandeau là. Trump va-t-il perdre la guerre navale? Est-ce qu'il va la perdre, Vincent Crouzet, cette je vais juste bataille? parler juste un petit peu d'autre chose, parce qu'il y a ce qui est physique, ce que l'on voit sur les flots, sur la mer, en surface, avec notamment les images d'arraisonnement, d'assaut à la mer des forces spéciales américaines sur des pétroliers. Et puis il y a ce qui ne se voit pas, les sanctions qui fonctionnent contre les compagnies maritimes et les compagnies pétrolières iraniennes qui sont placées sous OFAC. Donc l'OFAC, vous savez, c'est une sanction qui est déployée par le département du Trésor américain. Et ces compagnies ne peuvent plus utiliser les échanges en dollars, ne peuvent plus procéder à des virements internationaux, ne peuvent plus recevoir de l'argent de l'extérieur, etc. Elles sont toutes contrôlées par des dignitaires, des gardiens de la révolution islamique ou des membres de leur famille. Je pense notamment à Hossein Chabrani qui en contrôle une vingtaine. Et ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'ils ont énormément de problèmes, notamment pour traiter avec les Chinois, avec leurs principaux clients. On poursuit nos discussions, nos échanges dans un instant en plateau dans le grand dossier sur LCI. On va reparler de ce super tanker dans un instant avec Rebecca Blanc-Lelouch. À tout de suite. – 17h17, vous êtes toujours avec nous sur LCI dans le grand dossier. C'est l'heure du rappel des titres avant bien évidemment de reparler de la guerre en Iran et de Donald Trump notamment. La Free Party géante organisée sur un terrain militaire près de Bourges touche à sa fin. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est rendu ce midi sur place. Il a souligné les nuisances provoquées par ces rassemblements musicaux illégaux qu'il veut mieux réprimer. À l'heure des premiers bilans, 5 personnes se trouvent par ailleurs en urgence absolue en lien avec des consommations de stupéfiants. Jean-Luc Mélenchon est l'invité du journal de 20h de TF1 ce soir. Les élus de la France Insoumise étaient réunis ce dimanche à Paris pour désigner le candidat du mouvement de gauche radicale à la présidentielle de 2027. Et puis dans l'actualité également, 2 femmes sont décédées lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche ce matin. Elles souhaitaient rejoindre le Royaume-Uni. Cela s'est produit au large de Neuchâtel-Ardelot dans le Pas-de-Calais, a annoncé la préfecture. Ces 2 femmes se trouvaient dans une embarcation de type small boat qui transportait environ 82 personnes. Les victimes ont été retrouvées décédées dans le bateau, précise la préfecture. Voilà pour le rappel de l'actualité à 17h18. Vous êtes bien avec nous dans le grand dossier. Donald Trump, plus déterminé que jamais. Le président américain a-t-il pris sa décision quant à une reprise de la guerre en Iran? S'il se comporte mal, Trump menace de frapper et l'armada même américaine se tient prête. Et on va reparler aussi de ce blocus américain. Vous le savez, dans les ports iraniens, on en parle avec Rebecca Blanc-Lelouch. Rebecca, le Pentagone a estimé que l'Iran avait perdu près de 5 milliards en revenus pétroliers à cause du blocus selon le média Axios, ce qui met une pression gigantesque sur Téhéran qui doit donc trouver des solutions urgentes et contourner le blocus en fait partie. Oui, regardez, vous allez voir une photo du Huge pour énorme. C'est un super pétrolier iranien et ce super pétrolier a réussi à contourner le blocus américain il y a quelques jours. À bord, une cargaison de pétrole évaluée par les agences à 220 millions de dollars et on sait qu'il serait en ce moment vers l'Indonésie. Et si on vous parle de ce navire, c'est qu'il n'est pas un cas isolé. Certains parlent d'une grande évasion du blocus et des ports iraniens, comme avec ce navire Huge, puisque leur capacité de stockage de pétrole arrive à sa limite à cause du blocus. Et comment c'est possible
possible, Rebecca, quelle est la stratégie de contournement des Iraniens? Eh bien, regardez cette carte qui va s'afficher, publiée par le commandement américain avec la ville de Chabahar, entourée juste ici, où se situe donc un port iranien. Les Américains disent l'avoir bloqué. Or, selon certains militaires, certains experts que nous avons pu interroger, c'est dans ce port que se joue une bonne partie de la guerre du pétrole, parce que ce port se situe loin du Golfe, il donne sur l'océan Indien, à proximité du Pakistan, donc plus facile à contrôler. Et ce serait là l'une des voies d'évasion pour le pétrole iranien, un commerce donc de port à port, de Chabahar, voilà, jusqu'à Gwadar, jusqu'au port de Gwadar que vous voyez là. C'est à peu près à 70 km à vol d'oiseau, en longeant ses côtes. Et surtout, c'est là où l'armada américaine ne s'aventure jamais, puisque c'est une des principales voies en restant dans les eaux territoriales, ce qui serait beaucoup trop périlleux pour l'armada, eaux d'abord iranienne, puis pakistanaise. Et l'objectif derrière cette évasion est donc de rejoindre le détroit de Malacca en Malaisie, qui lui est relativement plus sûr, où le pétrole est ensuite généralement transbordé sur d'autres navires vers l'Asie. Alors il s'agit là de la voie d'évasion par les eaux, mais il y en a d'autres. Oui, il n'y a pas que la voie maritime. Regardez cette vidéo, ces images qui ont été postées sur Twitter notamment. C'est près de la frontière Iran-Pakistan où un convoi massif on voit des personnes qui transportent du carburant. Les autorités, on suppose que les autorités ferment les yeux pour soulager et permettre l'évacuation du pétrole. Mais il y a aussi par voie ferroviaire, puisqu'on a vu la réactivation du transport sur les rails par les trains, eux aussi empruntés. Regardez cette fois, voilà, c'est depuis Téhéran par les routes de la soie que s'effectue la trajectoire vers l'Asie. Merci beaucoup Rebecca. Grégory, on voit que les Iraniens cherchent des solutions. Oui, à la manière un peu des Russes et leur flotte fantôme, quand ils ont voulu écouler leur pétrole malgré les sanctions et les interdictions. Donc il y a cette voie maritime très intéressante que Rebecca décrivait en passant par le Pakistan. On est un peu surpris que les autorités ferment les yeux sur l'immense embouteillage de véhicules qui transporteraient peut-être quelques barils à l'arrière, parce que la scène est assez spectaculaire à la frontière irano-pakistanaise. Et puis le train, effectivement, qui est les routes de la soie. L'Iran a besoin de cet argent du pétrole. Enfin, elle a d'abord un besoin où elle doit l'écouler, elle doit le faire sortir, parce que on sait que les capacités de stockage seront bientôt limitées, voire atteintes. Donc d'abord, il faut faire sortir le pétrole un peu par tous les moyens, et puis aussi, il faut évidemment gagner des dollars. Il est efficace, Brigitte Hadès, ce blocus américain jusqu'à maintenant? Moi, je le vois très efficace, parce que c'est des petits moyens, tout ça. C'est pas le flux qu'il y a eu pendant tellement de décennies et qui a fonctionné quand le détroit était ouvert. Là, nous sommes dans des parades et des petits moyens, même si c'est quelque chose. Donc ça peut pas du tout remplacer la manne d'argent qui coulait par les exploitations de pétrole. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. D'ailleurs, Vincent, tu le disais aussi sur l'argent qui ne rentrera pas dans les caisses et qui va même pas permettre aux milices, parce que n'oublions pas que maintenant, c'est les Pakistanais, les Iraniens chiites, les Irakiens chiites qui font les milices contre la population iranienne. Ils vont pas être payés bientôt, ils n'auront plus d'argent pour payer ces gens-là. Donc il va y avoir quoi? Ils vont faire ça gratuitement? Je ne suis pas sûr que ça va durer très longtemps. Vincent Crozet. Oui, non, sur les nouvelles routes, je vais être un peu moins vilain avec Rebecca que tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un axe Istanbul, Téhéran, Islamabad, avec un axe ferroviaire, avec du fret, mais c'est une ligne qui a besoin d'être modernisée. Donc, qui supportera mal, en fait, un trafic intense d'hydrocarbures par citerne. Et en outre, dès qu'il y a des frappes ponctuelles, c'est une cible facile. Et ce qui est étonnant, c'est la complicité dans ce cas-là du Pakistan, parce que les Américains qui est censé être médiateur, et les Américains ont les moyens de faire pression sur le Pakistan justement pour que cesse éventuellement un trafic entre Chabahar et Gwadar. Pierre Berthelot. Oui, alors sur le Pakistan, ils ont moins les moyens qu'avant parce qu'ils se sont rapprochés de la Chine. Deuxièmement, il ne faut pas surestimer le poids du pétrole dans l'économie iranienne. Oui, il est important. Mais il y a aussi une activité économique qui n'est pas liée au pétrole. Et il y a des échanges qui se font parce que l'Iran, c'est de la pétrochimie, c'est de la construction, c'est beaucoup de choses. Et ça se fait avec les voisins, ça se fait avec les Turcs, ça se fait avec les Pakistanais, ça se fait avec le Turkménistan, ça se fait avec l'Afghanistan. Donc il faut pas, bien sûr, en termes de devises, c'est fondamental, mais le poids depuis de longue date, parce qu'avant ils étaient à 5 millions de barils, maintenant ils sont à 1 million, 1,5 million. Donc c'est un peu comme la Russie, on a surestimé le poids
de l'énergie dans le PIB russe. Or, ça a chuté structurellement depuis des décennies. Donc là, c'est un peu pareil. Oui, ça porte des coûts importants, mais le poids des hydrocarbures dans l'économie iranienne, il est moins important qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Je voudrais qu'on évoque... pardon, allez-y. Vous soulignez la pétrochimie, mais justement, ils n'ont pas de capacité de raffinement suffisante et ils importent la pétrochimie. Et là, ils n'en ont pas. Là, ils en font quand même sur place. Ils ont quand même une activité. Autre sujet que je voudrais qu'on en évoque, cette question de Donald Trump. Pense-t-il qu'il peut faire cette guerre en Iran sur certains de ses alliés? Trump qui affirme que les États-Unis réduiront, on en a parlé, le nombre de leurs troupes en Allemagne, bien davantage que les 5000 soldats déjà retirés. Ce qu'on disait hier, c'est ce que dit Donald Trump. En tout cas, on va l'écouter. Oui, c'est ce qu'il dit. Pourquoi les États-Unis retirent-ils leurs troupes d'Allemagne? Nous allons réduire considérablement nos effectifs et ce bien au-delà de 5000 soldats. Merci beaucoup. Il n'ira pas au-delà, Marc Semo, c'est ce que vous voulez dire? D'abord, il y a une loi du Congrès. Alors il a un rapport avec les lois assez particulier, mais qui fait que, parce que les congressmen se méfiaient d'un retour de Trump, et donc on ne peut pas descendre en dessous de 76 000 soldats américains en Europe. Alors ensuite, je voudrais quand même rappeler qu'ils étaient 400 000 à l'époque de la guerre froide. Donc on voit, on est dans un tout autre type de proportion. Ensuite, pour l'Allemagne, il y a quelque chose de très particulier. Il a effectivement Donald Trump n'a pas du tout apprécié ce qu'a dit Friedrich Merz, qui a touché à un point extrêmement vif du genre erreur stratégique complète de la guerre en Iran, et en plus les Américains ont été humiliés. Donc effectivement, Trump là-dessus est très vindicatif. Par ailleurs, pour le reste, sa marge est limitée. Il ne peut pas quitter l'OTAN, à la fois parce que l'OTAN est un énorme marché pour l'industrie et le complexe militaro-industriel américain, mais aussi parce que, de nouveau, les congressmen avaient verrouillé la chose. Pour quitter l'OTAN, il a besoin d'une majorité des 2/3, ce qui est absolument impossible. Donc pour le moment, on est dans des espèces de rotomontades. Dernier point là-dessus, ces bases, notamment les bases allemandes, et Ramstein, sont fondamentales, et pas uniquement pour protéger l'Europe, etc. Ramstein, c'est la base pivot pour toutes les opérations d'Afghanistan, Moyen-Orient, etc. C'est là que sont ramenés les blessés les plus graves, donc c'est central dans le dispositif stratégique américain. Je vais les rejoindre tout de suite, Pierre-Olivier Dantan, pour évoquer donc ce retrait des soldats, ces 5000 soldats américains d'Allemagne. On va faire un point avec vous, Pierre-Olivier, sur ces bases américaines en Europe, et plus particulièrement en Allemagne. Oui, Benjamin, elles remplissent plusieurs grands rôles en fait. Ces bases, elles ont d'abord un rôle de commandement et de logistique en Europe. Et d'ailleurs, vous le voyez sur cette carte, il faut bien comprendre qu'en fait, les États-Unis sont massivement implantés sur le continent européen, de nombreuses bases en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique, en Italie, un petit peu partout en fait, sauf en France. Et on va maintenant se concentrer sur les bases américaines en Allemagne. On en compte une quarantaine à peu près éparpillées un petit peu partout dans le pays. Et ce qui est intéressant, vous en parliez en plateau, c'est que Donald Trump, il a annoncé ce retrait de 5000 soldats en Allemagne, mais en réalité, en fait, ces bases, elles servent déjà, elles vont continuer à servir à l'armée américaine. Il restera encore environ 30 000 soldats, d'ailleurs, américains, en Allemagne après ce retrait. L'une des plus connues, vous en parliez à l'instant, c'est la base de Ramstein. Elle abrite le quartier général des US Air Forces en Europe. C'est un centre de commandement clé et stratégique pour les opérations américaines en Europe, mais surtout en ce moment avec les opérations au Moyen-Orient. Les avions cargo, ils passent justement par cette base pour ravitailler les opérations militaires extérieures, aussi pour évacuer les blessés vers les hôpitaux militaires. Cette base de Ramstein a un deuxième rôle majeur. En fait, elle sert aussi de lien satellite pour l'utilisation des drones américains. Elle permet en fait à l'armée américaine de piloter à distance les missions de reconnaissance, aussi ces frappes depuis ces bases directement depuis les États-Unis. En fait, ça sert de gigantesques antennes relais. Et enfin, les États-Unis, en somme, en étant présents en Allemagne et en Europe, ils projettent aussi leur puissance mondiale en réalité. Une grande partie des opérations militaires en Iran, elles ont été pensées aussi depuis l'Europe. Dernier exemple, quand le porte-avions USS Gerald Ford, il a dû subir des réparations il y a quelques semaines, eh bien, il a fait escale en Crète. Merci beaucoup Pierre-Olivier pour tous ces éléments. Grégory, on en a parlé, Pierre-Olivier en a parlé, cette base de Ramstein, c'est une base stratégique en Allemagne pour les Américains? Oui, en fait c'est ce que disait aussi Marc, c'est pas si simple. Enfin, il peut pas claquer la porte et enfin il n'aurait aucun intérêt à le faire, si ce n'est effectivement de dire à sa base électorale, tapez encore sur l'OTAN, regardez, l'Europe a été créée pour nous escroquer, et encore j'utilise un terme poli, to screw us.
avait-il dit en anglais. Donc ça, c'est un discours électoraliste. On est aujourd'hui à 6 mois pile des élections du mandat. Ce sera le 3 novembre. Donc ça, il peut y avoir cette rhétorique, ce discours, une volonté effectivement d'un désengagement partiel de l'OTAN, ça j'en ai aucun doute. Maintenant qu'il ferme toutes les bases américaines, il n'a aucun intérêt à le faire. D'abord parce qu'effectivement, Ramstein, c'est une base stratégique, Pierre-Olivier vient de le décrire parfaitement. À qui ils vendent du matériel militaire? Au pays de l'OTAN. Enfin, ce serait nul et non avenu de quitter d'un seul coup toutes ces bases européennes. Après, qu'il y ait une volonté de se désengager un peu, notamment du continent européen, on n'est pas très surpris. Ça remonte pas à l'algarade avec le chancelier Merz et les propos sur l'humiliation. Les choses sont assez claires depuis le discours de Vance à la conférence sur la sécurité de Munich au tout début du mandat de Trump. La couleur était affichée dès le départ. Oui, mais c'est peut-être affiché, mais enfin c'est absurde quand on pense qu'ils sont en train de se couper un bras, parce que si jamais, de toute façon, ils ne pourront pas le faire grâce au Congrès, mais c'est vraiment la puissance américaine, l'influence qu'elle a est liée aussi à l'influence que l'Europe, l'Occident, c'est un groupe, la science atlantique, c'est pas rien, et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc je pense que les Américains eux-mêmes se rendent compte de la force, surtout maintenant que les Européens, l'aile européenne de l'OTAN dépense à doubler le budget militaire. Donc franchement, il n'y a plus du tout de raison. En plus, on dépend de l'argent, on leur achète leurs armes. Ce qui est d'ailleurs une erreur, parce que les F-35, finalement, on dépend énormément, enfin pas nous, mais les Allemands et les Britanniques dépendent énormément des F-35 et donc de la logistique et des upgrades, comme on dit, la rénovation et surtout les informations. C'est les clés de l'intelligence artificielle qui sont fournies par les États-Unis. Donc ce serait fou pour eux-mêmes d'ailleurs ça montrerait qu'ils sont pas fiables. Ils achètent, même les Asiatiques les achèteraient plus non plus. On va écouter Donald Trump à qui le tour après l'Allemagne. D'autres pays pourraient être concernés. Écoutez. Vous avez évoqué la possibilité de retirer des troupes d'Allemagne. Envisageriez-vous la même chose pour l'Espagne et l'Italie? Elles n'ont pas vraiment été coopératives. Oui, probablement. Je vais probablement le faire. Pourquoi je ne le ferai pas? L'Italie ne nous a pas été d'une grande aide. Et l'Espagne a été horrible. Absolument horrible. C'est l'OTAN. Vous savez, ce n'est même pas une question de cela. C'est une chose s'ils l'avaient dit gentiment, ou s'ils avaient dit « D'accord, on va aider », mais l'aide est un peu plus lente. Vincent, sur les autres pays, l'Espagne, l'Italie, qui pourraient être concernés également. Brigitte a dit quelque chose de très important tout à l'heure concernant les F-35, parce que vous savez, il y a 5 pays dans lesquels l'arme nucléaire tactique américaine est prédisposée. Notamment les bombes, il y a 100 bombes B-61, donc des bombes aériennes nucléaires tactiques, qui sont portées principalement par des F-35 et qui peuvent être portées par des F-35 européens. Donc, ce qu'on appelle le nuclear sharing, et donc qui oblige justement ces puissances européennes à acheter du matériel militaire américain. Donc ce serait vraiment se couper un bras, de se désengager, notamment par exemple de l'Italie. Il y a une trentaine de bombes en Italie. Sur la base d'Aviano. Donc ce serait une erreur considérable de la part des Américains. Même s'il y a de l'eau dans le gaz entre Mélanie et Trump. Bien entendu. Oui. Mais il y a tout de même des aspects financiers considérables en matière de contrat d'armement. Et en Espagne, on a un Sanchez qui, lui, mène une révolte, entre guillemets, anti-Trump et Netanyahou. Est-ce que c'est pas un peu facile de la part de Donald Trump, Marc Semo, de s'en prendre à ses alliés, peut-être à un moment où il y a un début d'enlisement de cette guerre? Oui, enfin, les alliés pour Trump, ça n'existe pas, et quand il en parle, c'est uniquement comme bouc émissaire. Ouais. Rappelez-vous son discours d'investiture, où il avait lancé tous les grands projets de sa campagne, l'espace, de sa présidence, l'espace, l'élargissement du territoire américain, etc., etc. Il n'y a pas une seule fois le mot allié. C'est quelque chose qui, chez lui, n'existe pas. Il ne connaît que 2 types de relations, où ce sont des vassaux absolus, et heureux ou pas heureux, en général de plus en plus amers, et de l'autre, les ennemis. Voilà, ensuite ça peut varier, et vous remarquerez que tout au long de ces 1 an et quelques de présidence, il a beaucoup plus maltraité ses alliés, à commencer par le Danemark, avec le Groenland, le Canada, etc. On ne va pas faire la liste, que ses ennemis.
Alors, ça nous amène à la question suivante sur l'OTAN. Quelle est l'intention de Donald Trump ? Est-ce qu'il est juste pour l'instant dans la menace, Pierre Berthelot, ou est-ce que vraiment il a une intention de se retirer de l'OTAN ? Non, comme ça a été rappelé, il ne peut pas se retirer de l'OTAN. Enfin, ça semble très compliqué. Par contre, la stratégie, on la connaît, c'est en fait s'engager vers le vrai front pour lui, qui est la Chine. D'où d'ailleurs, même j'en ai parlé tout à l'heure, la potentielle alliance sunnite qui viendrait rendre service aux Iraniens, parce qu'ils pourraient dire, vous voyez, les Américains, ils sont partis pas totalement, mais un peu, parce que finalement, le Moyen-Orient, il y a beaucoup de coups à prendre, il n'y a pas beaucoup de gains stratégiques, et l'Europe, c'est un petit peu la même chose de son point de vue, en tout cas. Donc, effectivement, l'idée, c'est concentrer une partie de ses forces vers la Chine, et pour ça, il a besoin peut-être d'un désengagement, effectivement, de l'Europe, qu'il considère, de son point de vue, comme un front moins essentiel, même s'il oublie un peu la question de l'Ukraine. Sur l'OTAN, on se souvient de ce que disait Emmanuel Macron en novembre 2019, l'OTAN qui est en état de mort cérébrale. C'est ce que disait le chef de l'État. Quel est l'état de l'OTAN aujourd'hui, Brigitte Allès ? Grâce à Poutine, on s'est réveillé. Voilà, la vérité. À cause de Poutine, grâce à Poutine. Grâce à Poutine, moi qui n'aime pas Poutine, comme pas grand monde aime Poutine, vous allez me dire en ce moment, mais c'est grâce à lui, son attaque frontale a réveillé les gens, parce que finalement, moi je n'ai jamais pensé qu'il était en état de mort cérébrale. J'étais à des réunions de l'OTAN, ils avaient l'air très sérieux, ils allaient dans des opérations un peu internationales, faire du bien, faire des choses importantes, donc je n'ai jamais pensé qu'ils étaient... Je pense qu'ils étaient en train de se réorganiser. Et là, ils se sont recentrés sur l'Europe, et ils ont raison, et ils ont augmenté les budgets militaires à peu près au niveau où on était à l'époque de la guerre froide. On n'en est pas encore moins, un peu moins. Mais le vrai choc, plus encore que Poutine, ça a été Trump. Oui, paradoxalement. Parce que c'est à ce moment-là que les Européens ont dû dire que la souveraineté européenne, chère à notre président, etc., était pas un optional, mais était une nécessité absolue si on voulait survivre. Mais on y intégrait éventuellement même le Canada. Joschka Fischer, ancien chef de la diplomatie allemande, il dit que la dissolution de l'OTAN, finalement, elle a déjà commencé. Grégory. Ouais, il a raison. Il a raison ? Oui, je pense qu'il a raison, parce que le désengagement américain, alors c'est pas certain, mais il est tout à fait possible. Après, il y a des solutions qui existent. L'histoire n'est jamais figée. On peut imaginer d'autres coalitions. Il y a la fameuse coalition des volontaires qui s'était constituée justement pour défendre l'Ukraine et apporter un soutien à l'Ukraine quand les Américains ont cessé leur aide, qui est stoppée à 160 milliards et non pas à 350 comme l'a affirmé Trump encore cette semaine. Donc oui, on peut trouver des solutions. On peut trouver des solutions sans les Américains. Et sans les Américains, l'OTAN n'existe plus. Il faut dire les choses, puisque c'est, de toute manière, c'est le traité de l'Atlantique Nord. Donc voilà. On garde le Canada. Il y a le Canada qui reste. Ce qui permet de garder le nom et ce qui permet de garder la machine. Voilà. Et sans les Américains. Et on intègre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Mais je voudrais pas demain la veille, honnêtement, que les États-Unis vont... Oui, ça paraît compliqué. Allez-y, Brigitte Allès. Après, on va écouter Pete Hegseth qui justement s'en prend aux Européens. Il va expliquer pourquoi. Il y a un tout petit truc qui me paraît très important, c'est finalement l'OTAN sans les Américains. Il y a quand même l'Union européenne qui a un traité il y a une clause du traité, je crois 42.7, qui est justement comme aussi bien, presque mieux d'ailleurs que l'article 5, qui finalement propose simplement d'aider les pays qui sont attaqués à un certain niveau. Ça ne veut pas dire qu'on va en guerre. Et l'Ukraine a déjà finalement, de facto, a bénéficié d'une sorte de... Et on peut très bien se débrouiller sans les États-Unis. C'est peut-être pas tout de suite, mais comme vous le disiez tout à l'heure. Mais en même temps, ça va prendre un certain temps avant d'y arriver. Oui. Et surtout, ces F-35, à mon avis, sont vraiment... Et ce serait vraiment pour les Américains une grosse perte. Donc je pense... Mais la dernière chose, c'est qu'il y a une érosion, vraiment une érosion de la confiance. Si on a un autre pantin, pas maintenant, mais dans 4 ans, après que peut-être on aura un président, on a un autre Uburois dans 8 ans, qui serait réélu, donc on ne pourra jamais vraiment faire complètement confiance aux Américains comme avant. Alors que reprochent les Américains aux Européens ? Ils estiment qu'on est assez peureux, nous les Européens. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Pete Hegseth, s'en prend aux Européens. On l'écoute. Lorsque nous menons une opération de cette envergure au nom du monde libre, alors qu'il s'agit de missiles qui ne menacent même pas les États-Unis, mais nos alliés, et que nous demandons une aide supplémentaire ou simplement l'autorisation de survoler leur territoire, nous nous heurtons à des questions, à des obstacles
ou à des hésitations. Le président fait remarquer qu'une alliance ne vaut pas grand-chose si certains pays ne sont pas prêts à se tenir à vos côtés lorsque vous en avez besoin. Il ne fait que souligner ce point. Piquet Exet, il estime aussi que donc les pays européens profitent gratuitement depuis des décennies de la protection des États-Unis. Est-ce qu'on est un peu trop heureux finalement, nous les Européens, Marc Semo ? Sur la question des budgets, oui, il a raison. De fait, il a fallu le coup de gueule et les menaces de Donald Trump pour qu'on remonte les budgets, qu'on arrive, théoriquement, s'engager à 3,5%, plus 1,5% pour des dépenses connexes au niveau d'infrastructures. Le vrai problème, ce qu'on peut renvoyer à Pete Hegseth et à l'administration américaine, ils n'ont pas une seconde consulté les alliés sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils voulaient faire en Iran. Ce qui est, à tout point de vue, une aberration, vu le rôle notamment joué par les Européens, qui ont été les premiers à négocier avec l'Iran dès 2003, quand l'Iran a été paniqué par l'intervention américaine en Irak sur le programme nucléaire. Donc il y a une expertise des Européens là-dessus, il aurait pu leur en parler. D'où ce refus des Européens de cette guerre illégale, même si à certains égards on peut considérer qu'elle est légitime. Mais dernier point là-dessus, ce qui est dramatique pour les Européens, c'est que la défaite, même si ce sera une défaite en demi-teinte des États-Unis, c'est aussi la nôtre. C'est-à-dire, dans ces points que pose l'Iran, ils sont tout aussi inacceptables pour les Européens que pour les Américains. Il faut voir que les Européens, à commencer par la France, ont tout de suite dit que le JCPOA était un pas en avant, c'était important, c'était une manière de débloquer les choses, etc., ce qui est vrai, mais qu'il y avait aussi des failles et qu'il fallait négocier pour le durcir sur un certain nombre de failles, à savoir le programme balistique et notamment le soutien de l'Iran à toutes les milices régionales. Donc on est quand même dans une situation très étrange, où à la fois ce n'est pas notre guerre, c'est vrai, Trump l'a lancé sans nous, et en même temps, quelque part, on risque d'en subir les conséquences, pas uniquement économiques. Vous disiez il y a quelques instants, Marc Semo, que finalement pour Trump, soit il y a les vassaux, soit il y a les ennemis. Est-ce qu'il y en a un parmi ceux qui pourraient être considérés comme les vassaux, qu'il est un peu moins Israël, qui pourrait plus être comme un allié, on peut le dire. En tout cas, 6 tonnes de matériel américain viennent d'arriver en Israël en une seule journée. Oui, c'est un allié dans cette guerre. Mais on peut imaginer que Trump... 6 000 tonnes de matériel. 6 500 tonnes. Ouais. On peut imaginer que Trump, en cas de besoin, il l'a déjà montré, y compris dans cette crise, n'hésitera pas à forcer le bras de Netanyahou. On va aller rejoindre justement en Israël Betsabé Salem qui est à Tel Aviv. Betsabé, à quoi vont servir ces cargaisons ? Eh bien, écoutez, pas mal de détails, d'ailleurs publiés par le ministère de l'Intérieur. On sait qu'il y a beaucoup de munitions, il y a des véhicules militaires et bien sûr beaucoup d'armes, de pièces de rechange, toutes sortes d'équipements. Alors, il n'y a pas beaucoup de détails sur les armes elles-mêmes, sur les munitions. On imagine qu'il y a à la fois bien des bombes, toutes sortes de bombes, des missiles et surtout des missiles de défense. Alors là, Israël s'est bien gardé de donner ces détails. Ça pourrait être plus un signe de faiblesse qu'une façon de montrer combien le pays s'arme avant une potentielle attaque. Et d'ailleurs, je voudrais souligner le fait qu'il y ait énormément de communication, enfin plus que d'habitude en tout cas, autour de cette livraison d'armes. Il y a eu un communiqué du ministère de la Défense. C'est relativement habituel depuis le début de la guerre. Je parle d'octobre 2023, mais aussi ces vidéos, certainement vous avez montré, où on voit toutes ces cargaisons acheminées vers les ports d'Ashdod et de Haïfa. Alors pourquoi cette communication ? Eh bien certainement c'est une façon d'avertir Téhéran. Regardez, nous sommes armés jusqu'aux dents. Et puis aussi c'est peut-être une façon de souligner la continuité du soutien américain à Israël. Est-ce que c'est peut-être le signe que les hostilités peuvent reprendre d'un jour à l'autre ? Eh bien écoutez, il y a eu un pic en tout cas, puisque c'est 3 fois plus cette livraison que la moyenne quotidienne depuis le 28 février. Donc il y a un pic. Maintenant, ce pic peut tout à fait s'expliquer par le fait qu'il fasse renouveler les stocks après 5 semaines de guerre en Iran, et puis que beaucoup de fronts soient ouverts, et certains explosifs comme Gaza, la Cisjordanie ou bien sûr le Liban. Merci beaucoup Betsabé Salem à Tel Aviv donc pour LCI, avec donc ces plus de 6 000 tonnes d'armes américaines qui viennent d'arriver en Israël en une seule journée. On va écouter également Benyamin Netanyahou, sa réaction, et finalement il estime bien qu'Israël est plus fort que jamais grâce à ces livraisons. Israël est plus fort que jamais, et Israël doit toujours être bien plus fort que ses ennemis. C'est pourquoi je défends 2 principes, le renforcement
et l'indépendance. En ce qui concerne le renforcement, nous nous dotons de 2 escadrons d'avions modernes, des F-35 et des F-15IA. Nos pilotes peuvent atteindre n'importe quel point du ciel iranien et ils sont prêts à le faire si nécessaire. Netanyahou qui parle de ces F-35 puisque Israël va acheter 2 nouveaux escadrons de chasseurs comprenant donc des avions F-35 et F-15 auprès d'entreprises américaines Lockheed Martin et Boeing, et il a donc déclaré que ce contrat allait renforcer la supériorité aérienne écrasante. Renforcement, indépendance sont les 2 axes vers lesquels veut aller Netanyahou, Vincent Crouzet. Alors indépendance, il n'en prend pas le chemin, puisque apparemment il est dans les mains des Américains. Là, Trump est le parrain, et ils vont ces F-35 et ces F-15 à tour de bras. Maintenant, c'est vrai que les 6000 tonnes qui ont été livrées, c'est plus une opération de communication montrant les liens inaltérables entre les États-Unis et Israël. Et puis Netanyahou doit commencer à être un peu coincé entre ses services de renseignement qui lui demandent de continuer, éventuellement de continuer seul des frappes ciblées sur l'Iran. On sait qu'il n'y a pas une conjonction d'objectifs de guerre entre Tel Aviv et Washington. Et là, ils essayent effectivement de trouver des liens qui permettent de dire que la coopération à la fois militaire en termes d'intelligence et d'enseignement se poursuit évidemment. Mais vraisemblablement, vous savez, il y a eu un moment donné où il y a vraiment eu de l'eau dans le gaz entre Trump et Netanyahou. Apparemment, les choses rentrent dans l'ordre, mais il n'y a toujours pas d'objectif clair côté Washington, et ça doit désespérer l'allié israélien. D'autant qu'un des chefs de l'état-major, ça n'a jamais été, on n'a pas donné le nom, mais dit si on n'arrive pas à récupérer les 440 kilos d'uranium enrichi à 60%, cette guerre est un échec. Donc c'est une source de l'état-major qui a été citée par plusieurs journaux israéliens. Et c'est quand même un signal clair. Il a été embarqué dans cette guerre par Netanyahou, Trump, Brigitte Hadès ? Franchement, je pense que Trump n'a pas été embarqué par Netanyahou. Il lui a peut-être dit d'intervenir à ce moment précis où il y avait tout d'un coup un renseignement qui donnait la réunion des trois groupes là Mais je pense que franchement, depuis 1980, je pense que Trump a été tellement choqué par la prise d'otages qu'il a été vraiment depuis anti-iranien de façon vraiment très très fortement. L'Iran en fait a utilisé l'anti-américain, anti-Israël comme un moyen de fédérer tous les mécontents de la région, et ça a été vraiment, tous les méchants se sont mis de côté de l'Iran. Mais je pense sincèrement que Trump n'avait vraiment, c'est pour ça qu'il a torpillé les accords de JCPOA, parce que il pensait que c'était des accords qui étaient mal fagotés. C'est vrai qu'il y avait, c'était pas parfait, c'était mal ficelé, mais il y avait quand même des bonnes choses dans cet accord. Mais il préférait ça parce qu'il voulait se confronter frontalement à l'Iran. C'est comme ça que je le vois personnellement. Cher Berthelot, Vincent Crouzet disait qu'il y avait eu un petit peu d'eau dans le gaz, que ça allait mieux entre Netanyahou et Trump. L'alliance entre les deux pays reste stable entre les États-Unis et Israël ? À court terme, la question c'est à moyen ou long terme. Et c'est là qu'il risque d'y avoir des problèmes pour Israël. J'ai parlé du potentiel désengagement des États-Unis de la région pour laisser place à une alliance sunnite qui, elle, serait beaucoup moins bien disposée vis-à-vis d'Israël. Et puis, il y a bien sûr l'opinion publique américaine. On voit que côté démocrate, alors là, c'est quand même un fossé qui est en train de se creuser. On a eu quand même un maire démocrate élu à New York qui est très pro-palestinien. Bon, et puis même côté républicain, où là le soutien est plus fort, il y a cette fameuse base MAGA qui commence à tanguer avec des influenceurs assez connus comme Tucker Carlson ou d'autres, et qui eux ont des propos très anti-israéliens. Donc à moyen ou long terme, il y a quand même une vulnérabilité stratégique pour Israël qui ne pourra en sortir qu'en reprenant les accords d'Oslo, en faisant ce qu'avait proposé Rabin, c'est-à-dire la paix avec les Palestiniens. Et surtout que Betsabé le rappelait, Israël est quand même mobilisé sur plusieurs fronts. Évidemment, on regarde ce qui se passe au sud Liban avec des combats et des bombardements assez intenses chaque jour sur la partie sud du Liban. L'Iran, si jamais ça reprend. Gaza, le problème n'est toujours pas réglé et l'armée est encore mobilisée. La Cisjordanie est en ébullition, ça passe un peu sous les radars, mais vous avez un déploiement militaire en Cisjordanie extrêmement fort. Donc vous voyez, vous avez quand même un petit pays de 9-10 millions d'habitants qui doit gérer plusieurs crises en même temps. Si d'aventure le soutien américain devait être un peu terni, Israël se retrouverait un peu isolé face à tous ces conflits à gérer en même temps.
Est-ce que, alors on a parlé d'Israël, est-ce que la prochaine étape pour Trump, après l'Iran, on verra comment ça va se dérouler, quelles seront les prochaines étapes, est-ce que ce ne serait pas Cuba ? On en a parlé évidemment. C'est dans la tête de Trump, Marc Semo, il y pense, c'est une obsession même. C'est dans la tête de Trump et surtout dans la tête de Marco Rubio. Ouais. Oui, on sait plus. Voilà, pour lui, c'est une ligne qui, très importante. Dans sa gestion des crises internationales, et à bien des égards, bien meilleur stratège et beaucoup plus habile que Donald Trump. On l'a vu au Venezuela, qui dans le genre est un quasi chef-d'œuvre. On exfiltre le président avec une opération assez étonnante, et ensuite on prend la vice-présidente pour avoir un régime à sa botte. Voilà. Sur Cuba, il mélange une politique de pression maximum via là aussi un quasi-blocus, pour rappeler les choses par leur nom, mais en même temps ils négocient. Alors il y a même à un moment ils auraient négocié avec un des petits-fils de Fidel Castro, ce qui permettait de garder le nom. Mais on peut imaginer que ça donne des résultats. D'ailleurs Trump dans ses nombreux tweets définissait, je crois dans un tweet, Marco Rubio comme le proconsul au Venezuela et le roi de Cuba. Où effectivement il soulignait l'importance, et électoralement Cuba c'est fondamental avant les midterms compte tenu de l'ampleur de l'immigration cubaine aux États-Unis et d'une grande partie aussi de l'opération de la population hispanique qui peut aussi là-dessus se retrouver. Et d'ailleurs dans les sondages, je lisais un sondage dans le Miami Herald, dans la communauté d'origine cubaine, vous avez une très large majorité qui est favorable à une opération militaire contre Cuba. Enfin, ça parle vraiment à cet électorat. On va écouter justement Donald Trump. Pour lui, eh bien, les États-Unis vont prendre le contrôle de Cuba. Écoutez. Alors, on va écouter Donald Trump, le président américain. Où est Dan Mika ? Merci Dan, beau travail. Un architecte vraiment talentueux. Il a beaucoup travaillé pour moi. Il a un certain flair, un magnifique flair hispanique en particulier. Et il est originaire d'un endroit appelé Cuba, dont nous allons nous emparer presque immédiatement. Cuba a des problèmes en ce moment. Nous allons d'abord en régler un. J'aime mener les choses à leur terme. Au retour de ce que nous allons faire, au retour d'Iran, nous ferons venir l'un de nos plus grands porte-avions, peut-être l'USS Abraham Lincoln, le plus grand du monde. Il s'arrêtera à environ 100 mètres au large et ils diront « Merci beaucoup, nous nous rendons ». Mais c'est la prochaine étape pour Trump, Cuba ? Il est sûr qu'en tout cas, il va sûrement faire ça par étapes. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire ça en même temps que cette question d'Iran. S'il le fera sûrement, s'il le fait, c'est après. Effectivement, c'est vraiment très inégal cette fois, parce qu'il n'y a même pas de guerre asymétrique à envisager cette fois-ci. Avec Cuba, c'est vraiment une reddition possible et probable. Mais je pense que ce sera plutôt après que pendant la crise iranienne. Donc, comme la crise iranienne risque de durer quand même, je pense que c'est peut-être pas pour demain non plus. Mais c'est dur de se mettre dans la tête de Donald Trump, mais ça veut dire qu'il est déjà en train de penser à la prochaine étape, qu'il a presque déjà mis de côté la guerre en Iran. Ça paraît quand même incroyable. Ça s'appelle wishful thinking. Ouais. Et qu'il lui faut un succès. C'est ça. Voilà. Parce que si on réfléchit au moment où il lance l'opération sur Maduro et le Venezuela, on peut dire qu'à ce moment-là, Trump était au fait de son pouvoir et de sa gloire. L'opposition était tétanisée, contrôlait tous les verrous institutionnels aux États-Unis, etc. Depuis, c'est passé beaucoup de choses. Il a été désavoué par la Cour suprême sur les hausses tarifaires. Il est enlisé en Iran. Ses opérations contre les migrants, comme à Minneapolis, ont eu des retours de manivelle. Donc, il est quand même à la peine. Et Cuba, c'est une des choses qu'il pourrait arborer. On rappelle qu'il y a un embargo américain qui est en vigueur depuis 1962, qu'il y a un blocus pétrolier depuis janvier, c'est ça, à Cuba ? Tout à fait. Voilà. Tout à fait, mais ça va pas se faire sans mal tout de même. Il se rend compte quand même qu'il peut pas faire la guerre partout. Hein. La planète vit un chaos extraordinaire, du jamais vu depuis plusieurs décennies. Il parle de rapatrier l'Abraham Lincoln, signifiant qu'il n'est même pas capable, donc à partir de Georgetown, et il n'a pas de capacitaire naval apparemment, puisqu'il a fait partir aussi le Bush vers le Moyen-Orient. Donc il y a ce problème-là. Le deuxième problème, moi, qui me saute un petit peu aux yeux, c'est l'essentialisation de Rubio essentiellement sur la zone latino. Vous avez vu Rubio là sur les négociations avec l'Iran ? Non, il est sur la touche. Il est totalement sur la touche. Pareil sur l'Ukraine.
Pareil sur l'Ukraine, il est totalement... il est sur la touche ou est-ce que c'est lui qui s'est mis sur la touche parce qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec la ligne qu'il trouve mal conçue et aventureuse. Voilà, comme il est en concurrence avec J.D. Vance, qui lui a fait partie de la première délégation à Islamabad, eh bien effectivement, il pourrait se contenter de rester discret et de se concentrer sur les opérations à la fois sur le Venezuela et sur Cuba. Sur les Amériques. Ce qui est, pour un État civilisation comme les États-Unis, son espace naturel. Mais par Trump. C'est très surprenant pour un secrétaire d'État. On se souvient de Kissinger, qui était tout puissant, qui intervenait sur tous les points de la planète, qui a fait la paix au Vietnam, etc., qui a négocié la paix au Vietnam, qui a assuré le rapprochement avec Mao pour Nixon. Et là, en fait, on a un secrétaire d'État qui, en plus, est conseiller national de sécurité, qui est extrêmement faible, finalement. Il faut aussi regarder, quand on parle de Cuba, de la Russie, de la Chine. Quel rôle pourrait-il jouer dans le soutien à Cuba ? On sait qu'il y avait des liens très importants avec l'Union soviétique qui se sont distendus. Les Chinois sont pas très présents, contrairement au Venezuela où ils étaient un peu plus au point de vue économique. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont aller vers un bras de fer avec les États-Unis au cas où ils souhaiteraient s'attaquer militairement à l'île. Ça semble pas forcément probable parce que d'une part, la Russie elle se concentre toujours sur l'Ukraine et puis la Chine effectivement elle est pas non plus très implantée dans cette zone. Et s'il y a un bras de fer, il va plus se jouer sur l'Iran. Donc ce soutien, il existe aujourd'hui. Il y a quand même des coopérations économiques, mais qui sont pas au même niveau que le Venezuela. Et on n'imagine pas qu'il risque une confrontation pour cette île. Sur la relation entre les États-Unis et la Chine, rappelons que Trump est attendu normalement à Pékin le 14 mai prochain. Et si d'aventure, je ne sais pas, il s'est lancé dans une nouvelle excursion, pour reprendre ces mots, vers Cuba, ce serait pour Xi Jinping quasiment un feu vert. Moi je prends Cuba, prends Taïwan. Bienvenue dans ce monde-là où chacun, dans sa zone d'influence, fait un peu ce qu'il veut. Trump, le va-t-en-guerre qui ne veut pas s'arrêter. Je voudrais qu'on regarde ensemble une vidéo. C'est la Maison-Blanche qui a posté un message assez surréaliste hier. C'est une vidéo qui dure 1 heure avec un Donald Trump répétant en boucle, c'est un montage bien sûr, qui répète en boucle winning. Regardez. Vous allez la jouer en intégralité. Winning, 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 winning. C'est la méthode. Ça dure 1 heure. La vidéo dure 1 heure. Évidemment, on l'a fait plus court. Mais voilà, c'est un message de la Maison Blanche. Ça dit tout. Ça dit tout finalement. Ça dit tout. Mais moi, je veux reparler de la Chine en 1 minute pour dire que finalement, la Chine est en train de construire des bases. Personne ne dit rien pendant ce temps-là. En mer de Chine, elle consolide des rochers comme elle a fait avec les Stratleys. Et personne n'est là pour s'insurger. Et finalement, Trump s'est attaqué à la Chine avec le Venezuela. Avec l'Iran, il s'est attaqué à la Chine aussi parce que le pétrole, elle dépend quand même de 30% du pétrole iranien et vénézuélien. Et donc, elle va se trouver avec les Russes, elle va acheter le pétrole très bon marché aux Russes, ça va l'arranger, mais je veux dire, c'est quand même un vrai souci qu'il a, et à mon avis, c'était quand même calculé. Mais ce qu'il veut, en fait, Grégory, Trump, c'est des victoires. On voit qu'il veut être en chef de guerre, il veut gagner. J'ai regardé cette vidéo aussi un peu plus longtemps, mais au bout de 2 minutes, c'est un peu fatigant. Elle dure effectivement 60 minutes. Ouais. Non, mais ça fait écho à ce qu'il disait pendant la campagne électorale, la dernière. Il disait à ses supporters: on va tellement gagner que vous serez fatigués de nos victoires. Il y aura tellement de victoires que ça va vous fatiguer. C'est ça qu'il cherche. Il veut dire qu'il est victorieux. Le problème, c'est que sur l'Iran, il ne l'est pas à ce stade. Je dis pas qu'il a perdu la guerre et que forcément ça se terminera mal, mais pour l'instant il n'a pas de victoire à annoncer au grand public américain. Donc vous pouvez demander à un stagiaire de la Maison Blanche de découper la seconde où vous dites winning et de le multiplier fois je sais pas combien pour faire 1 heure. C'est de la communication. Mais de fait, à ce stade, il n'a pas de victoire à annoncer à son électorat. Regardez, en parlant de communication, Donald Trump qui s'affiche sur le mémorial du Mont Rushmore avec d'anciennes gloires, d'anciens présidents américains, Washington, Jefferson, Roosevelt, Lincoln. C'est un montage, mais ça nous la démagogie. Donald Trump lui-même qui s'affiche comme ça avec il en rêve. Il en rêve en fait. Il rêve d'être au Panthéon américain. C'est la césarite aiguë totale. Il a la tête comme ça. Il est mégalomane.
mégalomaniaque, il veut faire son arc de triomphe grotesque. Enfin, on est dans un délire absolument complet de la part du président américain. Merci à tous d'avoir été avec nous sur le plateau de LCI pour le grand dossier.